Au pied du musée du Louvre se trouve un lieu magique et secret, au carrefour de l'art et de la science. Le laboratoire de recherche des musées nationaux. Là, dans ce temple de la science, des chercheurs se livrent à de véritables enquêtes sur ce qu'ont produit les civilisations. Un millier d'objets sortis tout droit des musées sont chaque année auscultés. Objets archéologiques, œuvres d'art ou encore tableaux. Ceux qui ont le pouvoir de les faire parler, ce sont les 75 personnes du laboratoire. Elles ont le privilège d'approcher les œuvres ou les objets les plus précieux. Entre leurs mains expertes, les œuvres vont devoir livrer leur intimité. Ces chercheurs sont physiciens, chimistes, conservateurs, ingénieurs ou historiens. Tous ont le même but, plonger au cœur de la matière pour mieux percer le secret des œuvres. On découvre que les tableaux ou toute autre œuvre d'art, toute œuvre d'archéologie, eh bien, possèdent une réalité que l'on ne voit pas forcément. Donc, on passe au-delà du miroir, comme dirait Cocteau, hein. On va au-delà de la surface et on rentre dans un monde qui est absolument fantastique. Il ne faut pas exagérer sur le spectaculaire de ces recherches, mais elles sont importantes, elles montrent comment l'artiste a travaillé, quels sont les matériaux qu'il a utilisés, et à partir de là, eh bien, d'abord on est beaucoup plus proche de l'artiste au moment où il a créé ses œuvres, ou cet artisan, et on rentre vraiment dans une aventure, une sorte d'exploration de tout ce monde des musées, des œuvres des musées. Pour comprendre comment ce petit personnage de verre filé du XVIIe siècle peut nous livrer les secrets de son armature, il faut remonter dans un autre temps. Durant la Première Guerre mondiale, le docteur Ledoux, tout en soignant les blessés, a l'idée d'appliquer la radiographie à la peinture. C'est ainsi qu'est née la première rencontre entre la science et l'art. Cette technique est encore employée aujourd'hui. Elle nous permet de voir l'état de conservation du support et de la couche picturale, les anciennes restaurations ou encore les hésitations de l'artiste. La radio révèle ici deux personnages en haut à droite du tableau. Le personnage de droite n'apparaît pas dans l'œuvre finale. D'autres techniques sont employées pour explorer les œuvres, telles que la photographie. Tout tableau qui est adressé au laboratoire par un musée fait l'objet d'un dossier photographique qui est composé de prises de vue sous différents rayonnements pour constituer en bout de parcours un ensemble d'informations suffisant pour étoffer la connaissance qu'on peut avoir sur l'œuvre qui nous est adressée. En tant que photographe, on a un peu le privilège d'être les premiers intervenants sur cette œuvre. En l'occurrence, là, il s'agit d'un tableau de Claude Verdeau, qui est un peintre qui est à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il s'appelle Hercule étouffant hanté. C'est un tableau qui nous est adressé par le Louvre, qui a déjà subi une partie de restauration, notamment la restauration du support, châssis et réentoilage, et qui va sans doute maintenant, très prochainement, passer à une seconde phase de sa restauration, notamment de la couche picturale. Oui, on s'étonnait un petit peu parce que, vous voyez, sur la crête des craquelures, bon, la crête n'est pas vraiment fissurée. Hein, absolument. Ce ne sont pas vraiment des craquelures prématurées, comme on voit souvent, surtout au XIXe siècle, un petit peu moins à cette période du XVIIIe.
Mais c'est donc des craquelures qui ont différentes origines, qu'il faudra justement approfondir ultérieurement. Et il y a aussi vraisemblablement un problème dû à des difficultés de séchage dans les zones foncées, ce qui est assez fréquent, les zones claires étant moins concernées par ce phénomène. Alors, la lumière rasante, effectivement, donne des informations à la fois sur le support, la couche picturale et aussi, dans certains cas, sur la technique du peintre. La lumière rasante met en évidence aussi la façon dont le peintre a brossé, si vous voulez, son sujet. On voit là un profil de coups de pinceau par endroit. Une base de données et des milliers de dossiers conservent précieusement la mémoire de plus de 50 000 peintures et objets étudiés à ce jour. Le but de ces études, authentifier les œuvres, mener des recherches historiques ou encore étudier les œuvres des musées en vue de les préserver ou de les restaurer. Parfois, ces enquêtes font la une de l'actualité. En 1998, le laboratoire est saisi dans le cadre de sa mission d'authentification d'une affaire qui déchaîne les passions. L'affaire des faux Van Gogh. Dans la presse, un certain nombre d'historiens de l'art qui nous disent que les Van Gogh de la collection Gachet seraient des faux. Alors, grosse émotion, comment peut-on prouver une affirmation aussi forte que celle-là? Alors bien sûr, on est contacté, puis on nous dit, ben voilà, essayez de faire au mieux pour pouvoir trouver des arguments. Alors tout le contexte de Van Gogh, ces tableaux qui coûtent si cher, c'est chaque fois des coups de passion pour tel et tel tableau. Vous voyez qu'on était en domaine très émotionnel. Eh bien, on a essayé de dépassionner. On s'est dit, voilà, on va choisir une vingtaine de critères. Le support, quel est-il? La toile, comment se définit-elle? La retouche. Quels sont les pigments utilisés par Van Gogh? Et quand on a fait le bilan, quand on a fait le tableau avec les différents critères et les renseignements, bien sûr, qu'on obtenait, et qu'on a rassemblé tout cela, eh bien, on s'est aperçu que la collection Gachet était tout à fait, les Van Gogh de la collection Gachet étaient tout à fait homogènes. 1959. Michel Fleury entreprend des fouilles dans la crypte de la basilique royale de Saint-Denis. Des sarcophages d'aristocrates franques du VIe siècle ressurgissent de la terre. Parmi eux, celui de la reine Arégonde, belle-fille de Clovis et arrière-grand-mère de Dagobert. Cette découverte fabuleuse constitue à l'heure actuelle un des plus beaux trésors de l'époque mérovingienne, le trésor de Saint-Denis. Le laboratoire est aujourd'hui saisi d'une enquête dans le cadre d'une recherche historique. Son objectif, repartir sur les traces des grenats trouvés dans ces tombes et remonter jusqu'à leur origine. Nous sommes à Saint-Denis au même niveau qu'à Cologne, où est enterré d'autres rois mérovingiens, donc avec des objets qui étaient portés par les femmes de la cour. Donc c'est le top niveau de la mode de l'époque. Et en orfèvrerie, cloisonnés ou non cloisonnés, eh bien, nous avons des objets effectivement exceptionnels. Les autres objets que nous connaissons proviennent surtout de cimetières de campagne, donc sont très intéressants pour les archéologues, mais n'ont pas la qualité en métal précieux et en technique des objets trouvés à Saint-Denis. L'archéologie, c'est l'histoire. Donc, si vous voulez, en faisant de l'archéologie, on essaie de retrouver donc l'histoire des générations anciennes. Dans ce cas précis, c'est à la fois la technologie, mais c'est le grand commerce international, c'est également une expression artistique. Et nous avons poursuivi ces études, puisque les collections de Saint-Denis sont au Musée d'Antiquité nationale, par l'étude des grenats. Alors, pourquoi les grenats? Parce que c'est un sujet très à la mode, mais surtout parce que ces pierres précieuses peuvent venir de très loin. On présume que beaucoup d'entre elles viennent du Sri Lanka ou du sud de l'Inde, mais d'autres chercheurs prétendent qu'elles viennent de Bohême ou d'Autriche. Et donc, nous avons choisi d'organiser un programme avec le laboratoire et l'accélérateur de particules Aglaé sur ce thème spécifique des grenats. Alors aujourd'hui, je t'ai apporté
des objets qui viennent de la tombe 38 de Saint-Denis, des fouilles de Michel Fleury, avec la très jolie paire d'appliques cloisonnées. Magnifique. Alors, Magnifique. Voyons les objets. Alors, on a l'impression que ce sont des fibules. En Oui. fait, ce ne sont pas des fibules, il n'y a pas d'attache au revers. Ah oui, Et c'est un peu court. Mais on d'ailleurs. pense que c'est Ouais. un bracelet byzantin dépareillé. Et on voit que les grenats sont fracturés. Ils sont Là. très violacés hein, par rapport Très à d'autres violacés. qu'on a vus ici. Ils ont des fractures. Là, on distingue très bien la fissure. À certains endroits aussi, me semble-t-il, il y a eu travail de restauration. Là. On voit très bien qu'en fait, cette matière n'est pas une matière originale. Ça, c'est du grenat, ça, c'en est pas. Les grenats sont tout à fait intéressants parce qu'ils ont une composition qui est variable. C'est-à-dire que selon les mines, eh bien, la composition des grenats est différente. On utilise cet accélérateur parce que, bien sûr, il est tout à fait impensable de prélever sur ces grenats ou même de simplement les dessertir pour les mettre dans un autre appareil. Pas question de toucher à l'intégrité de l'objet. Et là, l'accélérateur est absolument l'outil parfait pour faire ce genre de choses. Les grenats du trésor de Saint-Denis ont rendez-vous aujourd'hui avec Aglaé, qui va essayer de leur rendre la mémoire. Aglaé mesure 25 mètres de long, pèse 10 tonnes et a une tension de 2 millions de volts. Sa spécialité, accélérer les particules jusqu'à 19 000 km/s. Unique accélérateur au monde dans un musée, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire livre alors le secret de la composition chimique des objets. Le grenat est donc actuellement sous le faisceau, c'est-à-dire que le faisceau tombe sur le grenat. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a émission d'un signal par le grenat. Ce signal, c'est des rayons X. Ils sont captés par ces deux détecteurs qui sont là. Et c'est ce signal qui est une empreinte digitale de la composition. Chaque grenat va émettre un signal caractéristique. Et ce qu'on espère, c'est que dans la signature, il y a quelque part l'information de la provenance. Alors on va procéder à l'analyse. Et maintenant, sur l'écran, on voit apparaître la composition du grenat. Eh bien, ces grenats ont une composition absolument étrange puisqu'ils contiennent énormément de chrome. J'ai pour l'instant jamais vu quelque chose de pareil. Donc ils ont probablement une signature très facilement identifiable. Donc on va probablement pouvoir amener des réponses à des questions. C'est une passion de la recherche de l'homme. Parce que ces objets des musées sont à la fois des objets d'art, mais aussi beaucoup d'objets archéologiques. Donc ils ne sont pas forcément beaux. Mais le fait qu'ils aient été fabriqués, le fait qu'il y ait derrière une fonction, le fait qu'il y ait derrière tout un comportement, et le fait que par l'étude des matériaux, mais aussi des traces, traces fonctionnelles, ou accidents, ou réparations, etc., le fait qu'on arrive comme ça à être plus proche, au fond, de tous ces hommes, qu'ils soient les peintres géniaux de la Renaissance, qu'ils soient ces potiers de la préhistoire, que ce soit les tailleurs d'obsidienne du Pérou, etc., on y porte un intérêt. Voyez? Donc, c'est vrai qu'il faut être sensible au côté esthétique, mais pas seulement. Il faut être sensible au mystère de cette production. Lorsque les tableaux ou objets des musées ne peuvent être déplacés, ce sont les chercheurs du laboratoire qui vont à la rencontre des œuvres. Patrick Le Chanu, aujourd'hui au Louvre, remonte le temps grâce à son unité mobile de réflectographie infrarouge. Son sujet d'étude, la peinture française du XVe et du XVIe siècle. Par l'exploration de ses couches sous-jacentes, le retable du Parlement va enfin pouvoir lui raconter son histoire. On aperçoit 3 bateaux avec nos yeux et 4 avec la caméra, puisque l'un de ces bateaux, dont on ne voit que les contours ici, a été dessiné et jamais peint par l'artiste. Donc c'est un de ces exemples de motifs finalement modifiés ou même abandonnés au stade de la réalisation picturale, de même que nous avons parfois des indices sur des repentirs, donc des choses qui avaient même commencé à être à peindre et qui ont été modifiées, comme les yeux par exemple de ce personnage, qui au stade final ont été
peint un peu plus haut qu'il ne l'avait été dans un premier temps. Avec ses 4 yeux. C'est assez impressionnant de trouver des choses qu'on ne voit plus à l'œil nu. Ce qui compte, c'est de comprendre et d'interpréter ces choses, ces informations. Et c'est ça qui est difficile finalement. C'est, encore une fois, tout un travail comparatif, tout un travail d'analyse et de mise en place d'une sorte de scénario de la création qui soit un peu plausible finalement. Et je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir aussi aux visiteurs du musée, c'est de leur expliquer clairement, concrètement, comment les tableaux ont été faits. On a une petite idée de la technique du dessin. Il est très probable qu'ici, il s'agisse d'un dessin réalisé avec une substance fluide, donc encre ou même pigment, peut-être un dessin réalisé au pinceau, et puis un dessin, comme on peut le voir ici sur le haut du manteau de Saint Jean-Baptiste, extrêmement dense, parfois des réseaux de hachures croisées, qui nous montrent le travail tout à fait appliqué sur le tableau lui-même, et qui sont aussi, me semble-t-il, un indice du fait que les artistes originaires du Nord, comme c'est probablement le cas du peintre qui a réalisé ce tableau, dessinent relativement peu sur papier avant de se mettre à travailler leur tableau. Il y a cette façon, effectivement, d'une part non pas de violer le tableau, mais disons effectivement de pénétrer et en même temps de remonter un petit peu dans le temps, d'une certaine manière, de retrouver une étape qu'on aurait pu croire perdue à jamais dans l'élaboration des peintures. Le laboratoire a fusionné avec les ateliers de restauration pour créer le centre de recherche et de restauration des musées nationaux. Car recherche et restauration sont indissociables. Pour combattre le temps, les chercheurs se transforment en véritables médecins de l'art. De purs chefs-d'œuvre sont venus s'échouer sur les rivages de notre époque. Éreintés par ce voyage, ils sont sur le point de se disloquer à jamais. Comme le médecin qui ausculte le corps humain, le chercheur fait le bilan de santé de l'œuvre d'art et en établit le diagnostic. Il oriente ainsi par le résultat de ses recherches les travaux du restaurateur dont la tâche est de soigner. L'œuvre d'art est alors prête à remonter le temps dans les ateliers de restauration des petites écuries de Versailles. On a une position privilégiée parce que personne, à part nous, ne passe des jours et des jours à 20 cm d'une œuvre, à parcourir sa surface en entier. Et on a une vision très intérieure de l'œuvre. Quelquefois, les gens passent et puis ils trouvent que bon, bah, tu es en train de restaurer quelque chose qui est franchement pas génial et les gens font des blagues dessus. Et c'est marrant parce que celui qui est en train de restaurer finit toujours par y trouver un intérêt quand même. Finit toujours par le trouver pas si mal que ça et à la fin être quand même satisfait du travail qu'il a fait dessus. Donc on se les approprie en fait. Ça devient un peu... Enfin, nos enfants, c'est bête de dire ça, mais on les défend auprès des conservateurs qui vont passer et qui vont dire, oh, on va dire, mais non, quand même, c'est pas si mal. Notre sensibilité est vraiment mise à contribution. C'est pas un travail mécanique. C'est pas juste boucher des trous. On essaye de se mettre le plus possible dans l'esprit de la peinture, mais en même temps, je pense qu'il serait un peu illusoire de prétendre qu'on n'a aucun affect, qu'on n'est pas dans notre temps, dans notre époque. Nina, là où est-ce qu'on en est dans
Manteau bleu. Alors j'ai repris, comme vous Manteau bleu l'avez altéré. demandé, j'ai repris ce qui était encore trop clair, ce qui était trop vibrant pour remettre en valeur un peu les plis. Montrer un petit peu où est-ce que vous avez repris. J'ai repris en particulier la manche, et puis cette zone-là qui était très claire. Donc c'est vrai qu'au départ, le manteau était bleu, le tapis était vert. Bon, le contraste a un peu disparu, mais on le voit quand même. La restauration au 19e, elle n'était pas du tout faite dans le même esprit. Et même au début du siècle, elle n'était pas du tout la même que de ce qu'elle est maintenant. Donc je pense que involontairement, tout en essayant d'être le plus objectif possible, on véhicule quand même notre époque. On ne retrouvera jamais la couleur bleue qu'ils avaient au départ. On arrive à calmer un peu, faire que ça passe dans l'ensemble du tableau, mais c'est vrai que l'harmonie n'est plus la même. Parce que, évidemment, ce manteau bleu entre le lit vert et le tapis vert, ça peut faire un contraste. Et maintenant, il n'y a plus de contraste. Un important travail de restauration a été entrepris en 1999 sur une des plus belles peintures du château de Versailles, dans le salon d'Hercule. Ce salon reliait les appartements du roi à la chapelle où il se rendait tous les jours. Louis XV demande au peintre François Lemoine de garnir le grand plafond blanc par une composition représentant le triomphe de la monarchie. Cette œuvre a été réalisée entre 1733 environ et 1737. C'est le chef-d'œuvre de François Lemoine. C'est sans doute le plus grand plafond jamais peint en France. Un plafond peint à l'huile, à la différence des plafonds italiens qui sont souvent peints à fresque, sur toile, mais peint sur place. Ce n'est pas une toile qui a été peinte en atelier puis collée sur le plafond. C'est bien une toile qui a été peinte ici même. Cet échafaudage, cet univers qui s'est créé est assez mythique, je dois dire, parce que c'est un échafaudage qui couvre toute la surface du plafond. Donc quand on arrive ici, on est vraiment dans un domaine assez calme, avec une œuvre majestueuse qui nous entoure de partout. Je ne sais pas si on peut dire qu'on ressent une intimité avec l'œuvre, mais on ressent un calme, quelque chose en fait qui nous approche de l'œuvre. Il y a une sensation très particulière quand on est sur l'échafaudage. L'une de nos missions, c'est de veiller à ce que chacun des pas des restaurateurs soit précédé, soit guidé, soit aidé par le travail du laboratoire. Une quinzaine de membres du laboratoire sont passés à différentes étapes afin qu'on puisse documenter au fur et à mesure donc l'œuvre ainsi que leur restauration. Grâce aux travaux de ces experts, une équipe de 11 restaurateurs va pouvoir ressusciter une œuvre qui perdait peu à peu sa lumière. La tâche est immense. 2 ans de travaux sont nécessaires pour redonner vie aux 148 personnages du plafond. L'œuvre est vraiment remarquable. On s'aperçoit que Lemoine a peint ce plafond comme si c'était une vraie peinture de chevalet, c'est-à-dire que qu'il n'est pas parti du principe. On est à 15 mètres de hauteur, donc les personnages, on les trace, on les ébauche. Ici, il y a vraiment un travail de finition comme j'ai rarement vu sur un plafond. Et donc, nous aussi, on est tentés dans notre intervention sur les lacunes, ça c'est très clair là-dessus, on a l'intention, enfin notre but, c'est de faire quelque chose le mieux possible de réaliser et de rendre à cette œuvre majestueuse sa beauté qui a été abîmée au cours des siècles. C'est quelque chose de très prenant. Que je pense que peu de restaurateurs, tout du moins qui travaillent aujourd'hui sur le chantier, ont vécu auparavant. Donc on aura pleinement vécu ces 2 années. Et puis peut-être qu'on fera un autre plafond et qu'on recréera ce même univers, c'est ce que l'on espère de toute façon.
André Malraux a cette magnifique phrase, l'analyse scientifique, c'est un petit chemin qui se trouve entre la voie royale de l'histoire et la poésie. Et il ajoute ce chemin est de notre temps. Eh bien, on peut dire que de nos jours, et Malraux disait ça en 1964, on peut dire que de nos jours, l'intuition de Malraux s'est révélée tout à fait exacte, et on peut dire que ce chemin reste modeste, mais il nous mène vers une vision toute différente de tout ce qui se trouve dans les musées.